qu'est-ce qui, de votre point de vue, pourrait justifier une telle violation, on va dire, de l'intégrité même, on va dire j'ai failli dire de l'intimité, mais c'est tout comme de nos amis sénégalais. Mais dans le fond, comment permettre donc à ce tandem de pouvoir mettre sur pied voilà, des couloirs, là, des corridors économiques qui vont permettre à ce que l'on puisse renverser cette structuration de la vie économique sénégalaise telle que présentée notamment par Bertrand Tatinda. On a des échanges commerciaux qui sont quasiment déséquilibrés. Une brillante démonstration de Bertrand sur les vrais économistes. Sans te couper, un internaute envoie le nom du directeur du Trésor France, Okay. Bertrand Dumont. C'est même mon homonyme. Excusez-moi, Bertrand Dumont. C'est la première fois que moi j'entends ce nom. D'accord. Directeur du Trésor français. Donc c'est lui, en fait, votre vie économique est relativement faite dans ses livres comptables. Vous n'êtes qu'un compte bancaire pour lui. Allez. Donc, de toutes les façons, félicitations pour ce tandem. Félicitations particulièrement au président Diomaye Faye et puis à son premier ministre Sonko. C'est un résultat qui est encourageant, qui donne espoir que la jeunesse peut progressivement prendre les choses en main pourvu qu'elle agisse, n'est-ce pas, dans la rupture. Mais vraiment pas la rupture du discours, mais la rupture des actes. Parce que tout à l'heure, je vais m'inscrire en droite ligne de ce que Bertrand a dit pour aborder surtout les enjeux qui sont liés à la monnaie. Parce que tout ce qu'il a développé s'adosse sur la monnaie. Et donc, vous avez, pour ne pas être très long, je vais prendre 6 principaux enjeux liés tous à la monnaie. Donc, lorsque vous prenez l'identité de la monnaie pour un peuple, c'est un symbole très profond. C'est un symbole même mystique. C'est quelque chose d'attachant parce que la monnaie, c'est un moyen d'échange. Dans les échanges, il y a des transactions, il y a des choses qu'on transmet, même sur le plan invisible. Il faut que ceux qui pensent que chaque pays ne peut pas avoir sa monnaie se demandent pourquoi chaque pays a son armée, même s'il y a les armées sous-régionales. On rappelle que le Zimbabwe vient de mettre une nouvelle monnaie afin de permettre au pays de pouvoir faire face à l'inflation qui était assez galopante sur son pays. Je crois que c'était jeudi ou vendredi. Oui. Si vous utilisez une monnaie étrangère, parce que vous n'en avez pas... Il y a eu cataclysme de ce côté. La vie continue. Oui, oui, bien sûr, la vie continue. La vie continue, Fabrice. Donc, si vous utilisez une monnaie qui ne vous appartient pas, qui appartient à un autre pays qui ne vous aime pas de surcroît, mais c'est comme si vous confiez votre coffre-fort à votre ennemi. Et ça ne demande pas d'être un excellent financier ou un excellent économiste, sinon que certains économistes qui sont formés par les impérialistes contre l'Afrique. Donc, il y a un enjeu identitaire important, parce que lorsque nous parlons de monnaie, c'est la souveraineté, c'est la confiance. La confiance du peuple en la monnaie, en cet instrument d'échange, qui va transcender pour arriver à la confiance du peuple envers ses propres dirigeants. Parce que ce sont ces dirigeants qui vont incarner la souveraineté de cet instrument-là. Donc, si, à peine arrivé au pouvoir, il y a des sons de cloche qui nous renseignent de ce que le Sénégal veut avoir sa propre monnaie, qui peut être le Sahel, c'est-à-dire qui peut être la monnaie qui a été initiée déjà par les pays de l'Alliance, n'est-ce pas, du Sahel. C'est une très bonne chose. Maintenant, pour que cela rentre en œuvre, pour que cela ait des impacts importants, il faut véritablement poser un certain nombre d'actes. Ça permet de relever la dimension de la souveraineté.
nous n'avons pas de banque centrale dans nos zones. Parce que c'est le Trésor français qui décide à la place de nos soi-disant banques centrales. Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler de souveraineté. Parce que la souveraineté politique va forcément induire d'abord la souveraineté monétaire. La banque centrale, une vraie banque centrale, est le prêteur en dernier ressort dans un pays. C'est-à-dire que c'est l'État qui est garant de toutes les transactions qu'une banque centrale peut faire. Mais vous ne pouvez pas avoir une banque centrale qui n'émet pas la monnaie, qui ne décide pas du volume de la monnaie à mettre en circulation. Il vous souvient qu'on est dans un espace où on se plaint depuis pratiquement 3 ans de la rareté des pièces. Jusqu'aujourd'hui, vous avez l'impression que on vous a imprimé les pièces et on a alimenté le marché. Avec tout ce que ça a comme conséquence, les micro-paiements ne peuvent pas se faire. Ça donne des conflits qui peuvent même déboucher sur des choses plus importantes encore. Mais comme ceux qui fabriquent cette monnaie-là, notamment la France, ont intérêt à ce que nos États soient toujours instables pour, évidemment, tirer bénéfice de cette instabilité-là, ils ne vont pas imprimer les pièces et envoyer ici, quitte à ce que vous bagarriez autour des pièces de monnaie. Des pièces de monnaie. Ça coûte quoi de nous envoyer autant de pièces de monnaie pour que les gens n'aient pas de problème de remboursement? Donc la souveraineté, vous voyez qu'elle n'existe pas. Et c'est valable au Sénégal. Ça veut dire que le chef de l'État actuel, s'il reste avec le franc CFA, il ne pourra jamais décider, n'est-ce pas, de la souveraineté au Sénégal. Ce sera juste un slogan. Vous partez de là, vous attaquez la structure. La structure, parce que, écoutez, normalement, pour financer un budget d'un État, il y a des recettes. Il y a ces recettes fiscales, douanières, pétrolières, etc. Mais il y a aussi que l'État recourt très souvent à sa banque centrale en émettant, par exemple, des bons de trésor ou des obligations que la Banque centrale rachète et met à la disposition de l'État des liquidités dont il a besoin pour financer son budget. Surtout dans la dimension de la construction des infrastructures. Parce que là-bas, on a besoin des moyens qui sont suffisamment élevés, souvent très colossaux. L'objectif étant de minimiser la dette extérieure. Parce que plus vous êtes endetté à l'extérieur, plus vous avez des contraintes que nous connaissons. On va aller jusqu'à vous imposer, n'est-ce pas, l'homosexualité, on va vous imposer les soi-disant vaccins, etc. Des conditions qui n'ont rien à voir directement avec la monnaie. Donc, structurellement parlant, il faut que ces États, c'est-à-dire le Sénégal, quand ils décident de créer sa monnaie, ils décident en même temps de créer une banque centrale souveraine. Une banque centrale, n'est-ce pas, dont les ordres viennent exclusivement du Sénégal. Parce que c'est la banque centrale du Sénégal. Ce n'est pas la banque centrale de la France. Donc, ça, c'est structurellement parlant, donc, lorsque les opérateurs économiques ont besoin de fonds, qu'est-ce qu'ils doivent faire au Sénégal? Mais ils s'adressent aux banques commerciales. Ces banques commerciales qui sont là et qui, pour la plupart, sont d'ailleurs les filiales de banques européennes, notamment françaises aussi. La banque commerciale, si elle identifie un projet qui est intéressant, d'accord, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle doit se référer, elle se réfère à la banque centrale. N'est-ce pas? Parce que ce sont les banques commerciales qui ont d'abord la fonction de création monétaire. On crée la monnaie sur la base des besoins économiques exprimés par les opérateurs économiques. J'ai un projet de tel montant, on l'a étudié, on pense qu'il peut être rentable, j'ai besoin de tel montant pour le financer. Si ça intéresse la banque commerciale, elle ne peut pas décider. Si elle prend une décision de créer de la monnaie, elle doit d'abord se référer à la banque centrale parce que c'est elle qui va émettre cette monnaie-là. Et la banque centrale ici, c'est qui? C'est encore le Trésor français. Qui choisit, à travers laquelle la France dit que dans tel secteur, vous ne pouvez pas investir.
Dans tel autre secteur, vous ne pouvez pas investir. Dans tel autre, vous n'investissez pas. Parce que vous savez bien que ces pays-là, pour la plupart, ont décidé que l'Afrique ne doit pas s'industrialiser. Surtout pas s'industrialiser. Pourtant, pour s'industrialiser, il y a les secteurs dans lesquels nous devons à tout prix investir. Donc, ils ne vont jamais autoriser à leur banque de donner les fonds pour qu'on investisse dans les secteurs où eux, ils interdisent l'investissement. Docteur, le travail, il est titanesque, il est même colossal. On a peur et on craint d'ailleurs que cette véritable disruption, j'emprunte cette expression qui vous est très chère et qui s'y est dans le contexte sénégalais, cette disruption, j'y arrive, de plus véritablement arriver, s'il faille véritablement mettre toute cette dynamique en place. Alors, il faut mettre cette dynamique en place. Au sortir de mon propos, je vais relever deux choses qu'il faut à tout prix faire. D'accord. Pour que cette dynamique-là prenne. Parce que dès qu'on parle de la monnaie, la sécurité n'est pas loin. Absolument. Les deux sont tellement liés. Donc, il faut avoir les moyens de sa politique. Lorsque vous avez donc contourné cette structure qui a été mise en place, parce qu'on ne peut pas vous prêter les fonds qu'il faut pour investir dans les secteurs qui vont industrialiser votre pays. C'est pour ça que la plupart des investisseurs là-bas, les investisseurs directs étrangers, ce sont les expatriés. Les idées, ce sont les expatriés. Et Ramed est dans l'extraction minière et consorts. Donc, ce sont des expatriés qui sont là et on parle d'investisseurs. Les Sénégalais eux-mêmes ont à peine accès à des secteurs de transformation qui peuvent créer de la valeur ajoutée. Même la pêche, ils sont exclus. C'est d'ailleurs pour ça qu'est née l'idée de la révision des accords de pêche. Hein? Pour essayer de voir dans quelle mesure ces chalutiers-là peuvent pêcher jusqu'à 20 km loin de la côte. Parce qu'ils viennent jusqu'à la côte, ils ramassent tout ce qui passe par là. Et l'Union européenne, et les Sénégalais n'ont que leurs yeux pour pleurer. Alors qu'au Sénégal, vous avez tout un ministère de l'économie maritime. Tout un ministère, économie maritime. Vous imaginez la place que la mer et tout ce qui s'y trouve occupe au Sénégal dans ce programme. Donc, lorsque vous avez cette structure que vous pouvez contourner en créant votre banque centrale qui est autonome, qui ne reçoit pas les autres, d'ailleurs, qui n'est pas seulement là pour gérer l'argent qu'on a imprimé ailleurs, avec les volumes qu'elle ne contrôle pas. Vous avez au moins là, sur place, une banque que vous pouvez influencer pour les intérêts du pays. Maintenant, il a parlé des échanges. Mais c'est tellement, ça a été tellement bien dit, bien édifiant que, vous savez, nous disons souvent que le franc CFA, tel qu'il est conçu, avec toute sa technostructure, c'est fait pour encourager les importations des pays qui l'utilisent. Et donc même le cas du Cameroun, puisque tout à l'heure Bertrand faisait allusion à la dynamique de l'import-substitution, il disait que mais comment est-ce que vous allez réussir une telle dynamique alors qu'on n'a pas créé un cadre assez clément qui permette effectivement qu'il y ait cette dynamique d'import-substitution. Je crois que le préalable serait d'abord de questionner la présence de cette monnaie. Non, moi l'histoire d'import-substitution, là vraiment, j'ai environ 25 ans d'enseignement universitaire, j'ai donné des cours de stratégie en commerce international, etc. Je connais deux stratégies. Je n'ai jamais entendu parler d'import-substitution. Je ne veux pas dire que quelqu'un ne peut pas décider dans son bureau de ce que... Hein? Vous avez le protectionnisme, tout le monde connaît. Protectionnisme économique. Le protectionnisme économique. Tous les pays qui ont décidé de se prendre en charge ont d'abord pratiqué le protectionnisme économique. C'est-à-dire privilégier l'économie nationale, les acteurs nationaux et les étrangers qui agissent sur le plan national, de manière à ce qu'on crée, n'est-ce pas, une dynamique de transformation industrielle, qu'on puisse produire, qu'on fasse circuler les produits, et quand on fait circuler les produits au sein du pays, on fait circuler également de l'argent. Docteur, il y a quelqu'un sur le plateau qui risquerait de pleurer en vous entendant parler du protectionnisme économique, parce que dimanche, on évoquait le cas Bimaï, qui est véritablement à la limite vilipendé par ses propres, liquidé, c'est même le mot qui s'y est, par ses propres compatriotes, alors qu'il n'est justement pas redevable de quoi que ce soit à l'endroit de l'État camerounais. Donc pour nous, ça arrive comme du pain béni finalement. Tout à fait.
le grand frère Bimaï en passant, que je salue, qui nous a encadrés en Allemagne, parce qu'il a fait ses études en Allemagne. D'accord. Et donc, ils étaient devant nous quand on se rencontrait dans des conférences et tout, des étudiants camerounais, c'était eux, les conférenciers. Alors, je l'ai convoqué sans savoir que vous avez une proximité avec lui. Je sais que Citrafer, c'était lui, etc. J'allais dans son bureau à Bonapriso là-bas, mais avec tout ce qui s'est passé, vraiment, c'est pour ça que nous disons qu'il faut... On revenait sur le cas du protectionnisme économique. Oui. Vous parlez de ces deux leviers qui devraient être, bien entendu, les deux stratégies fondamentalement connues. Il y a le protectionnisme économique. Il ne faut pas avoir peur des mots. Vous croyez que la Chine pratique la Russie l'a fait. Pratique quoi? Donc il y a ce protectionnisme économique-là. Si on veut privilégier les nationaux et l'économie nationale, on l'applique et on le dit clairement. Il y a de l'autre côté le libre-échange. Il y a eu un certain American First. Et donc, forcément, il n'y a rien. Ce n'est pas créer des parades, un slogan qui dit African First. Voilà. Tout à fait. Donc, de l'autre côté, vous avez le libre-échange. Le libre-échange qui ne signifie pas que on doit faire entrer n'importe quel produit et faire sortir n'importe lequel sous n'importe quelle forme. Mais le libre-échange qui signifie de regarder les faiblesses de l'économie nationale, ce qu'elle est incapable de produire ou que ce qu'elle va produire très cher, de voir avec quel partenaire extérieur on peut avoir ces produits-là. C'est ça le libre-échange. Le libre-échange, ce n'est pas qu'on ouvre les frontières à tout ce qui arrive. Comme ce que nous vend l'Union africaine. Les machins, les sous-vêtements des vieux blancs et tout ça. Ce n'est pas ça le libre-échange. Hein? Donc, que tout passe par là, que ce soit une poubelle. Maintenant, au milieu, vous pouvez essayer de voir donc avec les concepts d'avantages absolus et d'avantages relatifs, voir ce que vous pouvez exporter et ce que vous pouvez importer. Maintenant, vous allez voir pourquoi la monnaie joue un rôle capital ici. Vous savez pourquoi la Russie avait décidé qu'elle ne vend plus ses matières premières, son gaz, le blé et tout ça, qu'elle ne vend plus que vous n'achetez pas en rouble, vous n'aurez plus ces produits-là. Ce n'est pas pour rien. Parce que lorsque les États-Unis veulent acheter le blé, je prends l'exemple du blé russe, avec cette interdiction, les États-Unis achètent d'abord le rouble. Ça donne la possibilité à la Russie d'avoir les dollars. Les devises. Les devises, qui sont les devises, et de les stocker contre la vente de sa propre monnaie. Et maintenant, avec le rouble, les États-Unis vont acheter ce blé-là. Ça renforce la valeur du blé, du rouble et augmente les volumes de transactions en rouble sur le marché international. Donc, nous ne pouvons pas le faire. On vous dit qu'il faut payer en dollars. Vous prenez le dollar où? Alors qu'on n'a pas la possibilité de faire entrer des devises pour pouvoir, bien entendu, équilibrer cette... Tout à fait. Voilà. L'État vous donne un peu de devises. Vous donne un peu de devises. Une espèce d'eurobond. Il y a eu un ministre au Cameroun qui est d'ailleurs célèbre pour des eurobonds afin de permettre à l'État de pouvoir reprendre un certain nombre de besoins. Alors, vous avez un sous-sol riche, on vous oblige d'extraire sous forme brute et de vendre en dollars. D'accord? Et ces dollars qui ne reviennent pas chez vous, qui restent où? Au trésor français. Vous voyez? Et après, on imprime le chiffon là, on envoie ici. Je veux dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Bien sûr. Tout ceci est valable au Sénégal. Donc, il faut décider véritablement de rompre avec cette monnaie de singe, n'est-ce pas, à laquelle on ne s'identifie pas. Les Africains ont refusé cette histoire depuis. Puisque même la France refuse cette monnaie-là. Nous, on ne s'identifie pas à cette monnaie. Elle n'est pas adossée à nos valeurs. Maintenant, vous allez voir que dans les transactions de commerce international, pour essayer d'équilibrer cette balance, comme Bertrand l'a si bien démontré, il faut bien que le Sénégal ait sa monnaie. Bien sûr. Et qu'il décide de vendre à qui il veut, quand il veut. Qu'il décide d'importer auprès de quel pays il veut. Parce que ce n'est pas le cas maintenant. Ça permettra que les importations, n'est-ce pas, qui viennent de la France, soient revues à la baisse. Soit examiné sur le plan de l'opportunité même d'importer ce type de produit. OK? Après, vous avez, pour sortir, vous avez les enjeux liés au financement. Les financements. Alors, évidemment, si vous êtes lié à la France et que c'est la France qui décide de vous donner
les fonds qu'il faut pour financer le secteur qu'elle veut, évidemment, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous allez faire quelle distribution là-bas? Vous ne pouvez pas. Et enfin, la sécurité. Les enjeux sécuritaires, M. Fabindou, l'opération spéciale qui s'est muée en guerre, Russie-Ukraine, hein, nous a apporté tellement d'enseignements. Tellement d'enseignements. Si vous n'avez pas l'armement approprié, si vous n'avez pas la capacité de fabriquer les armes, les munitions, dans un certain rythme, vous allez faire quoi? Vous allez parler de sécurité. C'est quel genre de sécurité ça? Même notre sorcellerie, on n'arrive pas à utiliser pour combattre ces gens. Hein? Donc vous ne pouvez pas parler de sécurité. Ça signifie quoi? Et je rejoins Bertrand. Docteur Douma. Je rejoins Bertrand. Parce que quand Bertrand a chuté par la Russie, ça veut dire que pour s'attaquer à ce combat, il faut changer de partenaire stratégique, monsieur. Il faut changer, il faut diversifier les partenariats. Parce que la France croit que c'est sa maison là-bas au Sénégal. Avec les bases militaires, avec les ceci, cela, ils peuvent même faire intervenir l'OTAN. Mon œil, c'est leur pays. Donc il faut que le président Faye et son premier ministre commencent à diversifier les partenariats. La Russie est prête, elle a tout ce qu'il faut. Il y a l'Inde, il y a même la Corée du Nord. Donc il faut diversifier les partenariats. La Chine est là. Parce que si vous n'avez pas cette capacité-là, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire que vous allez revoir les accords. Oui. Les accords dont la révision peut encore faire chuter la France, même de 5 points dans le classement. Jonathan nous parlait. Jonathan a évoqué la 21e place tout à l'heure. Quand ils vont commencer à véritablement revoir un certain nombre d'accords là-bas, vous allez voir, nous allons suivre le classement de la France à la lettre. Donc il faut préparer tout ça, comme les pays de l'AES l'ont fait, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Il faut d'abord se protéger. Il faut se protéger avant de commencer à mettre en œuvre tout ce que nous venons de dire ici. Et vous verrez que dans 2 ans, on va faire le point ici. Le Sénégal sera parmi les puissances africaines. Merci. Merci à vous, docteur Douma Jean-René.